Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct sur les antennes d'Azur TV. Au sommaire de ce vendredi 5 février, le bras de fer entre la mairie de Fréjus et l'association Maquisard, une association qui souhaite manifester dans la cité romaine en soutien aux organisateurs de rave party dans le respect des règles sanitaires selon eux. Mais le maire, David Rachlin, a interdit le week-end dernier et interdit ce week-end cette manifestation à Fréjus. Nous irons sur place dans quelques instants. Le travail des gendarmes se poursuit dans les Alpes-Maritimes. Reportage se poursuit après le passage de la tempête Alex. 8 personnes sont toujours recherchées. La gendarmerie n'abdique pas des recherches qui ont lieu au large de Saint-Laurent-du-Var. Et puis, à la fin de ce grand direct, Mazarine Pinjot, qui sera avec nous, la philosophe et écrivaine, viendra nous parler de son dernier roman, La peur continue. Elle sera en direct sur nos antennes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mon cher Éric. J'espère que vous allez bien. Ah oui, je suis en pleine forme. Pour cette dernière de la semaine, sachez que vous entendrez aussi dans ce grand direct le cri de détresse de Romane Deseille, qui est étudiante niçoise et qui a lancé un appel à Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Un appel qui a été largement relayé, dans lequel elle parle de la situation des étudiants. Elle est niçoise et elle sera avec nous elle aussi dans ce grand direct. Et puis, petit mot de politique, on reparlera de l'union de la gauche en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que c'est un peu le feuilleton de la semaine côté politique. Mais d'abord, nous prenons la direction de Fréjus, où nous attend Julien Tissier de l'association Les Maquisards pour ce bras de fer avec la mairie de Fréjus, puisque vous souhaitez organiser dans la cité romaine une manifestation en soutien au droit d'organiser des free parties et des rave parties avec le respect, bien sûr, des règles sanitaires. Le week-end dernier, la manifestation a été interdite par la mairie de Fréjus, malgré l'aval de la préfecture. Rebelote ce week-end avec une manifestation qui devait avoir lieu demain et qui est toujours interdite par la mairie de Fréjus. C'est bien ça? C'est ça, effectivement, oui. Donc vous sortez d'une réunion avec l'adjoint à la sécurité. Que s'est-il dit? Eh ben, tout simplement que on était des personnes qui voulaient pas mettre le masque. C'est pas du tout nos revendications pour le moment. Nous, c'est contre le retrait de la loi globale, pour le soutien des inculpés de la mascarade et contre les répressions et les saisies intempestives au niveau de la free party. Alors, est-ce que vous comprenez l'argument selon lequel David Rachlin, puisque c'est ce qu'il a dit à notre journaliste Thomas Bernabé qui est avec vous, ne souhaite pas de rassemblement massif en pleine période de crise sanitaire? Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a le 20, en fait, le 20 janvier, ils se sont réunis juste ici derrière, là, ils étaient 600 personnes. Nous, on prévoit à peu près 150 personnes. Le masque était obligatoire, on avait des masques à disposition, on avait du gel à disposition, et on avait tout prévu pour les gestes barrières. Dans le cortège, on allait s'arrêter plusieurs fois pour distribuer du gel. Tout était vraiment organisé. On avait comment ça s'appelle ? On avait un protocole, un service d'ordre interne pour pouvoir gérer un peu tout ça. Et malheureusement, on n'avait pas de sono non plus. C'était pas une free party qu'on voulait faire. C'était vraiment des revendications, plus de discours que de musique. Et ça a été refusé parce qu'on est des personnes qui ne voulons pas mettre le masque alors qu'on avait tout prévu pour. Donc vous l'affirmez, ce n'est pas une manifestation anti-masque que vous souhaitez organiser? Ah non, pas du tout, non. Ah non, pas du tout. C'est en soutien de la grande mascarade, contre le retrait de la loi globale et les répressions intempestives sur notre mouvement depuis des années qui malheureusement fait du mal à tous les sous-systèmes de France, quoi. Alors une question sur cette grande mascarade, c'est cette rave party organisée à Lieurons, dont on a beaucoup parlé au moment du Nouvel An. Est-ce que malgré tout, il ne serait pas temps de faire un peu une pause finalement dans ce genre d'événement en pleine période de crise sanitaire? Est-ce que c'était vraiment justifié et prudent d'organiser ce rassemblement? Écoutez, ça fait 1 an que tout le monde reste chez soi, il n'y a pas de free party, ou très peu. Là, c'était vraiment une occasion pour pouvoir sortir. Ok, il y a eu 2500 personnes. Et je tiens à préciser, il n'y a eu aucun cas de coronavirus pendant cette free party. Ça a été prouvé, etc. Il n'y a pas eu de cluster. Donc là, c'était pour le jour de l'an. C'est comme ça. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème.
Et c'est tout ce qu'il faut noter. Pardonnez-moi, tout à l'heure, vous parliez d'un rassemblement de 600 personnes juste derrière vous. C'était quand et c'était qui? C'est les restaurateurs, hein, c'est ça, avec les restaurateurs. Exactement, c'était les restaurateurs qui étaient là. Il y avait 600 personnes. Et après, on parle de gestes barrières, etc. 600 personnes, nous on comptait 150, 200 personnes maximum. Et en plus, on était... Voilà, c'est les images du rassemblement là, que nous avons à l'antenne. Une dernière chose, Julien Tissier, ça concerne l'organisation de cette manifestation qui donc était autorisée par la préfecture. Pourquoi ne pas l'organiser ailleurs qu'à Fréjus, à Saint-Raphaël par exemple? C'est juste à côté, vous ne pouvez pas? On n'a pas fait la demande, mais l'avantage de Fréjus, déjà, c'est ma commune. Enfin, c'est là où j'habite. Et puis, on a un panorama sublime. On voulait profiter de ce panorama pour pouvoir énoncer tout ce qu'on avait à énoncer en discours, quoi, c'est tout. Et on ne changera pas d'endroit, on la fera là. Est-ce que vous comptez attaquer la décision? Parce que le maire de Fréjus nous a confié que lui, il interdirait si vous refaites une demande la semaine prochaine. Eh ben, c'est pas grave, il peut l'interdire, on leur fera toutes les semaines tant qu'on l'aura pas eu cette manifestation. Et dès lundi, on fait un recours au tribunal administratif. Merci beaucoup Julien Tissier, vous étiez en direct de Fréjus, donc après cette entrevue avec la municipalité qui pour l'instant donc maintient sa position, pas de manifestation demain dans les rues de Fréjus et sur le bord de mer. Éric, à ce propos, c'est vrai que là on est face à un choix politique de la municipalité, on imagine. Le Rassemblement national, on rappelle que David Rachlin est maire Rassemblement national, avait pesté contre l'organisation de cette rave party, l'incapacité des autorités à la faire cesser. Peut-être que David Rachlin n'a pas envie que sur sa commune se tienne une manifestation de soutien à cet événement. Et on est un peu aussi dans l'arbitraire des choix, des rassemblements qu'on autorise ou pas sur sa propre commune. Oui, alors une manifestation de restaurateurs, c'est une chose. Un moment de loisir et de détente, à mon sens, c'est autre chose. C'est même pas une considération politique. C'est que je me dis qu'au moment où quand même on sent que le reconfinement est pas très loin d'être enclenché, est-ce que c'est le bon moment? Alors je comprends bien ce que nous dit Julien Tissier, c'est-à-dire que ça fait des mois, des semaines qu'il se passe rien, que les jeunes sont cloîtrés chez eux. Alors, mais c'est une manifestation de revendication également pour la loi de sécurité globale. Alors, elles sont tolérées un peu partout sur le territoire. Oui, alors justement, j'ai pas de conseil à donner, mais il faudrait peut-être séparer un peu les choses. Vous avez le droit de manifester contre une loi qui vous semble pas juste ou voilà. Bon, ça c'est une chose. Et là, ça rentrerait un peu dans le cadre de ce qu'ont fait les restaurateurs devant la mairie, si j'ai bien compris. Bon, mais être en soutien de ceux qui ne peuvent pas organiser des fêtes ou des spectacles festifs, à mon sens, c'est autre chose. Et peut-être que mélanger les deux, c'est peut-être pas la meilleure solution. Parce qu'encore une fois, on est dans une situation comme sanitaire, vous le savez, qui est quand même, on est sur la crête, on est sur le fil. C'est compliqué. Voilà, et c'est pas du tout évidemment un jugement politique. Et puis le maire, comme n'importe quel maire, il a le droit d'interdire sur sa commune. Et dernier argument avancé par David Rachlin, donc auprès de Thomas Bernabé, c'est que les manifestations de soutien à cette rave party, donc la grande mascarade qui avait été organisée à Luron, ont plus ou moins dégénéré à Perpignan, à Paris, ça avait apporté des troubles, donc il invoque aussi cet argument-là. On le rappelle, donc interdiction la semaine dernière, interdiction ce week-end, et David Rachlin qui compte interdire. Bon, le tribunal tranchera. Le tribunal, exactement, tranchera. On rappelle. Et le préfet a donné son accord. Le préfet a donné son accord. Oui. Enfin, la manifestation a été autorisée. Voilà pour donc ce bras de fer à Fréjus. Avant de nous intéresser à la politique et à l'union de la gauche en vue des régionales, parce que pour l'instant, seule la gauche avance clairement dans ces régionales qui, normalement, auront lieu en juin. Direction Marseille, où la préfète de police a présenté le bilan, les chiffres de la délinquance de l'année 2020, des chiffres qui sont en baisse, à l'exception des violences conjugales ou des violences faites aux femmes. Cindy Chevaux et Yantel Criado. C'est un combat réussi pour les forces policières des Bouches-du-Rhône. La préfète de police Frédérique Camilleri a présenté le bilan de l'année 2020 en matière de sécurité intérieure. Les atteintes aux personnes ont baissé de 6,2% en un an. Les trafics de stupéfiants sont aussi une priorité pour les services de police, avec 973 trafics démantelés dans le département. Ce sont donc des bons résultats en matière de lutte contre la délinquance. Statistiquement, du moins, les chiffres baissent quasiment tous les items.
De bons résultats dus notamment aux mesures restrictives liées à la crise sanitaire, couvre-feu, confinement, un travail qui réunit plusieurs structures. La sécurité, c'est l'affaire de tous et chacun a une pierre à apporter à l'édifice. Donc nous travaillons en partenariat avec de nombreux acteurs. Vous les avez cités, il y a bien sûr le parquet, mais il y a aussi les bailleurs sociaux, l'éducation nationale, les associations également, les polices municipales, les élus au sens large. La police a également créé 2 nouvelles cellules municipales d'échange sur la radicalisation. En effet, le niveau de menace terroriste reste élevé sur notre territoire. C'est une priorité de lutter à la fois contre la radicalisation et contre tous les phénomènes de repli communautaire. Et une nouvelle instance a été créée fin 2019, mais elle est vraiment en montée en puissance en 2020, qui s'appelle la cellule de lutte contre l'islamisme radical, la CLIR. Les réunions de la CLIR en 2020 ont permis de faire 14 opérations coordonnées qui ont abouti au contrôle de 56 établissements et à l'ouverture de 80 procédures contre ces établissements. Toutefois, si le contexte de crise sanitaire a permis une baisse des chiffres de la délinquance, il aura entraîné une augmentation des violences conjugales et familiales de plus de 2%. Voilà, la délinquance sont des chiffres qu'on scrute évidemment de près, hein, Eric. On peut se douter qu'évidemment les bilans, je ne parle pas de bilan faussé, mais peuvent varier en fonction des années précédentes, parce que forcément les confinements, les couvre-feux, notamment sur les routes, par exemple, amènent à probablement une amélioration des chiffres. Oui, alors peut-être moins de faits, hein, c'est ce que dit la préfète des Bouches-du-Rhône, mais aussi, on l'a noté, hein, l'an passé, des faits parfois beaucoup plus graves. Hein. On a assisté dans certains quartiers dans notre région sud, vous vous en souvenez, à des tirs avec des armes automatiques. Donc vous avez raison, le confinement a forcément joué sur ces actes de délinquance, mais en revanche, hein, on le dit aussi assez souvent dans le Grand Direct, ça a eu une répercussion, même si comparaison n'est pas raison, mais ça a une répercussion aussi sur les actes de violence dans les milieux familiaux, sur les enfants parfois, et sur les femmes aussi, où là on sait que les chiffres sont en assez nette augmentation. La politique, Eric, les régionales, alors c'était pas à l'agenda de Samia Ghali, mais c'est à notre agenda. En tout cas, c'est ce que nous disait la maire adjointe de Marseille en début de semaine. Elle n'avait pas envie de s'exprimer sur l'union de la gauche. Nous avons reçu également Monsieur Dubuquois, écologiste, qui était en tension avec sa direction nationale pour cet appel donc à l'union. Il est temps, toutes les organisations de la gauche dans notre région l'ont signé. Bonsoir Marina Mesure, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes chef de file donc pour notre région de la France insoumise. Alors, quel est l'esprit de cet appel unitaire? On parlera des écologistes tout à l'heure, mais c'est de faire l'union la plus large possible pour peser dans le scrutin du mois de juin. Et sur cette ligne de départ, vous avez un petit peu d'avance parce que vous êtes rentré un peu dans la campagne quand même. Alors bonjour, déjà merci pour votre invitation. Effectivement, donc nous rentrons dans cette phase d'élection dans un contexte extrêmement particulier, alors que notre pays traverse une crise sans précédent, et je pense qu'il est important de le mentionner. Nous avons dans notre région plus de 900 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté, un demi-million de demandeurs d'emploi, des fermetures d'entreprises qui se succèdent. Et que dire aujourd'hui du retour de la faim? Je suis personnellement bénévole dans des associations d'aide alimentaire. Nous avons doublé le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc c'est un constat extrêmement préoccupant. Et effectivement, nous avons besoin du coup de l'échelle régionale pour apporter un certain nombre de réponses à ces problématiques-là. Et donc, et ça passe par l'union, c'est-à-dire que vous savez que sans être unis, le pari sera compliqué. Oui, tout à fait. Et nous avons entamé déjà une dynamique à partir de l'été, puisque nous avons lancé PACA Populaire, qui était justement le début d'une fédération populaire pour essayer de rassembler largement les forces politiques, les organisations syndicales, les associations, mais aussi les citoyens, parce que nous croyons principalement à l'implication citoyenne, et du fait que, comme vous le savez, cette élection aujourd'hui n'est pas plébiscitée, c'est-à-dire que nous avons
très peu d'attention qui est portée sur cette élection. Donc nous avons vraiment besoin de remettre les citoyens au cœur du processus, et c'est ce que nous... Mais Marina Mesure, pourquoi est-ce que ce qui a été finalement pas simple, et en tout cas qui a été victorieux avec le printemps marseillais pour la ville de Marseille, c'est une agglomération de différents mouvements de gauche, de personnalités issues de la société civile, pourquoi est-ce que ce qui a été victorieux à Marseille et qui a été mis en place est si compliqué à mettre en place pour les régionales ? Alors, je ne vois pas pourquoi vous dites que ça peut être compliqué, puisque... ça l'est pour l'instant. On a vu que du côté des écologistes, on recevait l'autre fois le leader écologiste sur la région, et je crois qu'il s'est fait, sinon exclu, en tout cas mis de côté par sa direction. Ça paraît compliqué, cette union de la gauche, alors que c'est ce qui a fait gagner le printemps marseillais. C'était le sens de ma question. Aujourd'hui, vous avez quand même 12 organisations qui sont autour de cet appel. Donc ce n'est pas compliqué, dans le sens où on a déjà un certain nombre d'implications de différentes organisations, des citoyens, et je le mentionne parce que ce n'est pas une association de forces politiques, mais c'est aussi une pleine inclusion des forces citoyennes. Et donc effectivement, il y a eu un appel qui a été lancé, donc comme je vous le disais, nous on avait commencé une dynamique dès l'été, qui s'est rejoint effectivement dans le cadre de l'appel unitaire, donc à partir du lancement qui a eu lieu le 22 janvier. Et aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes dans une mauvaise dynamique. Au contraire, nous sommes en train de créer quelque chose d'innovant. Nous avons aujourd'hui autour de la table 12 organisations qui sont prêtes à travailler ensemble à un programme, qui sont prêtes à porter collectivement des questions sociales, écologiques, démocratiques pour notre région. Donc aujourd'hui, nous continuons à avancer collectivement, et je pense que nous pouvons ouvrir une fenêtre d'espoir pour notre région. Voilà, et pour être tout à fait complet, le printemps marseillais, il y avait une candidature écologiste au premier tour, celle de Sébastien Barle, qui a rallié le printemps marseillais au second tour, et on se souvient que Samia Ghali, elle aussi, a rallié même après le troisième tour. Donc c'était là aussi déjà la partie écologiste de la gauche qui posait souci au printemps marseillais. Est-ce que... Nous avons effectivement aussi des écologistes, comme vous le savez, qui sont signataires de cet appel. Nous avons des collectifs aussi, donc nous avons des membres d'Europe Écologie des Verts, mais aussi des collectifs qui sont pleinement impliqués dans le processus. Donc nous avons effectivement aujourd'hui dans cet appel un certain nombre de forces importantes, et nous sommes en capacité, je pense, de proposer quelque chose d'ambitieux pour notre région. Les sondages, vous les avez vus, il y a deux forces qui risquent de s'opposer, la droite dite républicaine et le Rassemblement national. C'est une éventualité de voir le Rassemblement national gagner en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Aujourd'hui, déjà, ce qu'on constate au niveau des chiffres, c'est qu'il y a quand même une baisse dans l'adhésion des personnes au Rassemblement national, puisque justement, quand vous parlez des sondages, aujourd'hui, ils sont encore dans une position importante, mais qui se trouvent autour de 30%, alors que, comme vous le savez, en 2015, on était déjà à un score de 40%. Et aujourd'hui, on ne sait pas aussi qui va incarner cette extrême droite, puisque nous entendons parler effectivement de Mariani, mais qui n'est pas officiellement candidat. Le seul truc aujourd'hui qu'on voit dans la presse, c'est le fait que Muselier et Monsieur Muselier et Monsieur Mariani sont très proches et qu'ils ne veulent pas s'affronter. Donc en fait, c'est la seule chose dont on entend parler, c'est le fait de ces deux vieux frères qui en fait ne veulent pas s'affronter sur le terrain des idées, ce qui en dit long sur le programme qu'ils défendent pour la suite. Une dernière chose, Marina Mesure, est-ce que vous comptez sur Jean-Luc Mélenchon pour venir booster la campagne? Il est quand même député des Bouches-du-Rhône, donc j'imagine que vous attendez qu'il vienne vous soutenir et porter aussi les thématiques que vous allez porter. Je pense que de toute façon, Jean-Luc Mélenchon ne s'est jamais arrêté de porter ces thématiques, aussi bien nationalement que dans la région et dans les Bouches-du-Rhône. Donc évidemment, M. Mélenchon prendra toute sa part dans cette élection pour soutenir ce qu'il appelait de ses voeux, c'est-à-dire une fédération populaire, un rassemblement sur les bases programmatiques, sur des marqueurs politiques importants que sont effectivement
effectivement de nouveaux droits pour notre région sur les questions démocratiques, que sont les questions sur les questions écologiques, la question de la bifurcation écologique, que sont sur les questions sociales, les conditionnalités écologiques et sociales qui doivent d'ailleurs être renforcées, puisque, comme vous le savez, c'est M. Muselier qui a supprimer les conditionnalités. Et aujourd'hui, alors qu'on va parler du plan de relance, alors qu'on va parler de millions d'euros qui vont être mis sur la table, il va falloir demander des contreparties aux entreprises pour respecter effectivement des conditionnalités sociales et environnementales. Merci beaucoup Marina Mesure, chef de file La France Insoumise et donc signataire de cet appel. Il est temps pour l'Union de la Gauche, 12 organisations qui pour le moment sont signataires. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. Dans quelques minutes, l'édito d'Éric Revel, le télétravail ce soir. Mais avant cela, je voudrais qu'on parte au large de Saint-Laurent-du-Var pour rejoindre les gendarmes qui poursuivent leurs recherches après le passage de la tempête Alex au début du mois d'octobre dans les Alpes-Maritimes. Il y a toujours des disparus et la gendarmerie ne baisse pas les bras. Alexis Ricard. 4 mois après la tempête Alex, la gendarmerie n'a pas abandonné la recherche des 8 personnes toujours disparues. Ce vendredi matin, les gendarmes ont effectué des vérifications en mer au large de Saint-Laurent-du-Var, sans succès. Nous avons dans un premier temps, après des recherches terrestres, après des recherches dans les rivières, commencé des recherches en mer. À l'aide d'un sonar, tout d'abord, qui ont emmené des recherches subaquatiques jusqu'à une profondeur d'environ 35 mètres. Puis un deuxième sonar a été mis à notre disposition par une société privée du secteur, qui a permis d'identifier en tout cas des masses sombres dans l'eau à plus de 40 mètres. Donc nous avons fait appel aujourd'hui aux plongeurs spécialisés du Centre national d'instruction nautique de la gendarmerie qui se trouve à Antibes, et une plongée à un palier inférieur à 40 mètres a été faite. Il s'agissait donc d'identifier ce qu'étaient ces masses. On a pu le voir dans un premier temps, ce sont pour l'essentiel des arbres d'ailleurs. L'embouchure du Var a rejeté de nombreux débris qui jonchent désormais le fond de la mer. Les recherches sont rendues plus difficiles dans cet environnement. Tout à l'heure, on était sur une profondeur de 43 mètres environ, donc effectivement, il n'y a plus, même si il y a encore un peu de clarté par rapport à d'autres jours, mais c'est un travail en profondeur et dans le noir, oui, effectivement. On est autant sur le toucher qu'en visuel. Beaucoup de morceaux de bois gonflés, d'arbres gonflés d'eau à l'embouchure du Var. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on est plus sur du caillou, voire du sable par endroits. La faute au courant marin, la zone de recherche est très large. Il n'y a pas de périmètre défini en réalité, ça sera vraiment en fonction des indices. Si vous vous souvenez bien, il y a un panneau indicateur qui a été retrouvé pratiquement à la frontière espagnole. C'est pour vous dire l'incidence en matière de courant. Non, on recherche partout où il y a lieu de rechercher. Les recherches vont continuer dès la semaine prochaine notamment, toujours au niveau de l'embouchure du Var. Voilà, c'est assez terrible, hein, évidemment. Oui, on pense aux familles, c'est ce qu'on disait, Nicolas, on pense aux familles. 8 disparus, est-ce qu'on les retrouvera un jour? Comment faire son deuil quand on ne retrouve pas le corps de ces victimes de cette horrible tempête? C'est vrai que ça doit être un sujet à la fois d'inquiétude et de peine absolue pour ces familles qui recherchent leurs proches. Et les retrouveront-ils? Ça, c'est une question, même si les moyens sont mis en place, même si on ne doute pas du professionnalisme, de la détermination des gendarmes, c'est vrai que c'est une vraie interrogation et c'est très cruel cette attente. Avant de parler de la détresse des étudiants et de l'appel de Romane, qui est originaire de Cagnes-sur-Mer et étudiante à Nice, Éric, votre édito du soir concerne lui le télétravail. Oui. Le gouvernement a serré la vis, hein, d'ailleurs, vous avez vu, sur les contrôles au télétravail. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez entendu cette petite phrase, comme moi hier, de Jean Castex. Je crois qu'il a pratiquement commencé son point de presse comme ça. Télétravailler partout où c'est possible devient impératif, a dit le Premier ministre. Et Elisabeth Borne, qui est la ministre du Travail, a surenchéri en disant il faut que davantage de secteurs, davantage d'entreprises se mettent au télétravail. Alors c'est vrai, quand on regarde dans les chiffres, parce qu'on sait que le télétravail il est efficace pour lutter contre la Covid-19, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, Nicolas, on s'aperçoit qu'à la fin 2020, il y a eu moins de gens en France, je ne parle pas de notre région, mais en France, qui ont eu recours au télétravail. D'après une enquête, près de 40% des salariés qui avaient travaillé au mois de janvier en télétravail, en mois de novembre, se sont retrouvés seulement
arriverons à 30% à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on a perdu 10% de salariés qui télétravaillaient. Et si vous regardez ceux qui travaillaient à 100% au télétravail, la chute a été de 15% à la fin de l'année précédente. Alors, en revanche, on peut, quand on est Premier ministre ou ministre du Travail, dire il faut que les gens télétravaillent. Mais il n'y a aucune obligation légale à obliger une entreprise à pousser ses salariés à télétravailler. C'est du dialogue social, c'est un consentement mutuel entre l'employeur et les salariés. Et je vous signale, mon cher Nicolas, que parmi les secteurs qui ont moins télétravaillé, il y a la banque, il y a l'assurance, il y a l'immobilier et il y a aussi l'audiovisuel qui a été montré du doigt par la ministre du Travail et par le Premier ministre. Enfin, je terminerai quand même sur une sorte de contradiction. D'un côté, l'exécutif nous dit il faut plus de télétravail parce que c'est une mesure sanitaire supplémentaire, mais vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelques jours, le gouvernement donnait l'autorisation aux salariés qui sont au bureau de pouvoir déjeuner sur place. Donc d'un côté, on donne cette possibilité aux salariés qui sont dans leur bureau de travailler et en même temps, ah oui, c'est toujours le en même temps, on encourage les salariés à faire plus de télétravail. Est-ce qu'il y a une incohérence? En tout cas, à vous d'en discuter ce week-end. L'édito d'Éric Revel, le télétravail en tout cas, il y en a qui ne le supportent plus, ce sont les étudiants, sans compter leurs conditions de vie et la précarité qui se creuse. Bonsoir Romane Deshayes, merci d'être avec nous. Vous êtes originaire de Cagnes-sur-Mer et étudiante à Nice. Et vous avez posté sur le réseau social professionnel LinkedIn cet appel qui s'intitule « Les étudiants sont en train de mourir ». Vous interpellez directement le président Macron. On pourrait presque le lire en entier parce que c'est assez court mais assez révélateur. Je suis étudiante en licence, je touche 780 € par mois, je paye un loyer de 560 €, on vient de me baisser mon APL de 271 à 33 €, je n'ai pas de prime d'activité. Vous faites le calcul et on va écourter un peu parce que c'est quand même trop long, mais quelle est la situation? Voler, rouler sans assurance, simplement arrêter les études? J'attends une réponse cohérente et vous en remercie par avance, monsieur le président. Cet appel, on en parle parce qu'il a été très relayé, très commenté aussi sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'était de faire une démonstration claire en chiffres de quelle est la situation aujourd'hui des étudiants. Oui, exactement, parce que je trouve que c'est plus sensé de parler de quelque chose que j'ai vécu. Et vu que je ne suis pas la seule à l'avoir vivre, je pense que ce message, c'est pour tous les étudiants et pas seulement moi. Et en parlant de ma situation, j'ai réussi à mettre au jour la situation de tous les étudiants. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages. Je ne suis pas la seule. Et même si moi, ma situation, elle commence à s'améliorer, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en détresse, qui ont des problèmes psychologiques, qui n'en peuvent plus de vivre confinés, de suivre les cours en visio et qui n'ont plus d'argent aussi. Parce que j'ai beaucoup d'amis dont les APL ont baissé. Et j'ai beaucoup d'amis aussi qui se nourrissent uniquement de pâtes. Enfin, c'est très compliqué à vivre. C'est ça aujourd'hui, donc la réalité, vous le dites, vous, dans votre appel, je ne peux plus faire d'intérim à cause de la crise sanitaire. On en a souvent parlé ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petits boulots d'étudiants n'existent plus. Exactement, je suis inscrite dans des agences d'intérim. Et c'est très compliqué parce que du coup, j'ai fait pendant 2 ans une alternance dans un supermarché Casino. Du coup, j'avais tous mes après-midi de libre, quand il n'y avait pas encore le Covid. Du coup, les après-midi, je pouvais faire un complément de salaire en faisant de l'intérim. Et maintenant que j'ai changé d'alternance et que du coup, je fais 8h30, 17h30, je peux faire de l'intérim que les week-ends. Et des fois, je m'arrangeais avec mon patron pour finir un peu plus tôt et pour pouvoir faire, par exemple, du 14h, 20h ou 15h, 20h. Oui, mais il faut jongler, faut jongler avec lui et avec les impératifs. Un commentaire, Éric, et après je reviens vers vous, Romane. Ça, c'est du concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les étudiants, et ils sont nombreux, les étudiants boursiers qui sont obligés de travailler et qui, là, se retrouvent vraiment en détresse. Et on a l'impression que les plans annoncés par le gouvernement n'arrivent pas jusqu'à eux. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être noté que hier, dans la conférence de presse de Jean Castex, il n'a pas été question, me semble-t-il, une seule fois de la cause étudiante. Donc c'est un vrai sujet. Et Romane, s'il est encore avec nous, vous avez peut-être vu aussi sur les réseaux sociaux ces files d'étudiants, cabas en main, qui sont dans l'obligation d'aller chercher de la nourriture auprès d'associations parce que eux, ils ne peuvent plus du tout se nourrir. Vous avez peut-être vu ces images, Romane?
Oui, je les ai vus et du coup, je voulais en venir qu'on m'a créé une cagnotte en ligne et du coup, j'ai versé une partie de cette cagnotte en ligne aux étudiants dans la précarité. Donc, je réfléchis encore quelle association contacter, mais en tout cas, je vais faire un geste et je vais essayer d'arranger parce que je sais très bien que ma situation n'est pas la pire. Voilà, et c'est ce que je voulais dire parce que je voulais qu'on termine avec ça. Il y a aussi un élan de solidarité que vous souhaitez lancer avec un comité de soutien. Je crois qu'il y a une page sur les réseaux sociaux aussi où on peut retrouver toutes les informations. Dites-nous 2 mots là-dessus parce que peut-être que des gens ont envie d'aider. Du coup, avec une amie a créé une page d'entraide et du coup, je me suis mise dedans et donc c'est sur LinkedIn, donc vous la retrouverez sur mon profil et c'est pour tous les étudiants. On peut poster des conseils, que ce soit pécunier ou psychologique, des astuces et voilà. C'est pour s'entraider entre jeunes, enfin entre étudiants. Et vous espérez que le président va vous répondre? Parce que du coup, comme l'appel a été bien relayé, donc on sait que parfois Emmanuel Macron peut, par un tweet ou une déclaration, s'adresser à vous. C'est pour la petite histoire, parce que j'imagine que l'essentiel, ce n'est pas qu'il vous réponde, mais qu'il agisse. Mais voilà, peut-être que l'Élysée va vous contacter. Ben, ça serait bien, je serais étonnée, mais oui, on perd pas espoir, peut-être. Si vous contacte, vous nous préviendrez, bien sûr, pour qu'on puisse relayer l'information. Merci beaucoup, Romane. À bientôt, bon courage. Et on rappelle, alors qu'il y a cette page de soutien et qu'il y a Frédéric Roy qui était avec nous, toujours dans les Alpes-Maritimes. Lui propose de faire des dons aussi de pâtisserie, de viennoiserie à l'épicerie solidaire des Alpes-Maritimes et de Nice. Il y a beaucoup d'initiatives qui fleurissent sur les réseaux sociaux et c'est important que nous les relayions. Merci, Romane. Bonne soirée et à bientôt. Bon courage à vous. Nous étions tout à l'heure, Eric, avec les réservistes, pas les réservistes justement, avec les gendarmes qui menaient les recherches. Et parfois, chez les gendarmes, il y a des réservistes. Eh bien, justement, voilà, on va s'intéresser à leur travail, à leur entraînement. On a pu suivre une journée d'entraînement donc avec les réservistes de la gendarmerie dans le Var, du côté de Fréjus, et c'est Thomas Bernabé qui était sur place. Session d'entraînement pour les réservistes varois. Ces civils ont pu s'entraîner toute la journée afin d'être prêts à renforcer les équipes de réserve de la gendarmerie. En effet, celle-ci a bien besoin de renforts et compte bien sur ses effectifs pour mener à bien ses missions du quotidien. Ces besoins peuvent être aussi bien ponctuels, le Tour de France, des renforts brigades, etc., que des besoins plus structurels lorsqu'il y a des événements beaucoup plus importants, par exemple les inondations, la tempête Irma, le crash de la Germanwings, par exemple, où des réservistes ont beaucoup été actionnés. C'est-à-dire, en fait, dès que la gendarmerie a besoin de renforts, elle peut utiliser ces réservistes, qui sont en quelque sorte des intérimaires. Des renforts bienvenus, voire essentiels au bon fonctionnement de la gendarmerie, mais pour qu'ils soient opérationnels, il faut d'abord les former. Quiz sur l'usage des armes, formation à l'usage de la tablette ou entraînement au tir sont les bases à assimiler. Avec la période de Covid, l'armée a par ailleurs dû réduire le nombre de formations proposées. La période de Covid touche bien entendu la réserve de la gendarmerie comme toutes les institutions. Et donc pour éviter la propagation du virus, sachant que nous avons des gens qui viennent de tous les milieux, milieux familiaux, milieux professionnels ou autres, qu'on ne sait pas ce qu'ils font le reste du temps quand ils ne sont pas en gendarmerie, on évite donc les rassemblements en milieu fermé. Donc c'est pour ça qu'actuellement nous tirons en champ ouvert et on évite les cours à 40 personnes. Donc là, les cours ont lieu, les ateliers se font autant de fois qu'il y a de séries de tirs, donc 8 par 8. Mais ces conditions particulières ne sont pas un problème pour ces réservistes. Venus pour la plupart du milieu civil, ils ont la motivation et surtout la volonté d'aider leurs prochains. Je suis réserviste depuis 4 ans maintenant, ça va faire 5 ans à la fin de l'année. Voilà, j'effectue pas mal de missions par rapport à mes disponibilités que j'ai par rapport à mon travail. Je suis restaurateur saisonnier, donc nous on est ouvert presque 7 mois dans l'année par rapport à ma profession. Et les 5 mois restants, je suis dans la réserve. Au niveau de la sécurité du Tour de France, on fait la sécurité des rallyes. Par exemple le rallye du Var, on a aussi souvent des renforts dans les brigades, des campagnes d'été pour renforcer les brigades dans la saison, au niveau du bord de mer. En tant que citoyen, on est tous concernés par ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Et si on peut apporter notre aide de cette façon, c'est quand même très bien pour la gendarmerie.
La réserve de gendarmerie du Var compte actuellement 420 réservistes, mais l'objectif est de monter jusqu'à 500 d'ici 2024 afin, entre autres, d'être opérationnel pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby. Voilà, c'est une belle vocation aussi que d'être réserviste. Oui, alors bon, la réserve, elle est un peu inscrite dans l'histoire de la gendarmerie, des réservistes, il y en a régulièrement, mais vous vous souvenez sans doute, Nicolas, que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait un peu surpris son monde lorsque, au moment du lancement du Beauvau de la sécurité, il avait annoncé souhaiter, lui, créer une réserve dans la police nationale. Alors, je ne dis pas que ça sera la solution au manque d'effectifs, mais en tout cas, on va voir si cela sera suivi de fait. Parce que la réserve dans la gendarmerie, c'est une chose, c'est établi, ce sont des gens qui travaillent. La réserve dans la police nationale, elle reste à créer, mais ça pourrait être un apport sécuritaire supplémentaire pour le pays. Il y a la réserve de l'armée aussi qui existe. Tout autre chose, maintenant, c'était une journée média pour des collégiens des Alpes-Maritimes qui sont spécialisés dans l'étude de la pratique journalistique et des médias. C'est une option qu'ils suivent avec beaucoup d'assiduité. Ils organisaient aujourd'hui dans leur collège avec le député Éric Ciotti un débat autour de la Covid-19, c'est dans les Alpes-Maritimes bien sûr, et le reportage est signé Claudia Olivier. Nous allons débattre sur un sujet très actuel et qui fait polémique, le coronavirus. Ce jeudi matin, dans le cadre de leur classe média, 14 élèves de 4e du collège Antoine Risso ont organisé un débat autour de la Covid-19. Ça a duré sur 6 semaines, on s'est préparé et on a fait que s'entraîner. Ça a été un peu compliqué au début, mais on a réussi. Pour cette professeure de français et cette documentaliste à l'initiative de ce débat, l'objectif de ce cours était de développer l'esprit critique de chacun. L'objectif, c'était justement de pouvoir rechercher l'information, d'être capable de la trier, de la sélectionner en fonction des sources, et puis après de retranscrire tout ça et de pouvoir animer justement ce débat avec un déroulé bien précis et un ordre dans les questions par thématique aussi. Pour le député Éric Ciotti, cet échange avec les élèves était primordial, un moyen de faire de la pédagogie. La crise sanitaire de la Covid-19 n'est pas forcément simple à comprendre. On mesure combien eux aussi sont impliqués, concernés, touchés, inquiets, avides de réponses, comme tout le monde finalement, comme les adultes. Ils ressentent les mêmes sentiments, les mêmes inquiétudes, les mêmes angoisses aussi sur l'avenir. Ce débat fut également l'occasion pour ces élèves de s'initier au langage médiatique. Prochainement, ils auront l'occasion de rencontrer des professionnels des médias. Ce sera peut-être nous, Éric, les professionnels des médias qui rencontreront ces élèves. Initiative importante, blague à part, parce que c'est vrai que quand on est écolier, collégien, voire même lycéen, on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe autour de la Covid-19, qui est quand même quelque chose qui marque le début de ce siècle. Donc d'en débattre, d'échanger avec des politiques et de se familiariser aussi au traitement journalistique, ça forme des citoyens. Oui, bien sûr, ça fait partie de la formation des citoyens, vous avez raison. C'est intéressant de voir ces élèves dans cette classe parce qu'ils posent des questions et ils se rendent compte aussi peut-être de la difficulté de véhiculer, de vérifier une information, parce que toute cette génération, évidemment, est plus abreuvée par les réseaux sociaux que par la lecture des journaux, par définition. Et ils doivent mesurer la différence qu'il y a entre une information qu'ils lisent, une information qu'ils regardent sur leur téléphone et la réalité des situations. Et je pense que la confrontation de ces points de vue, c'est une façon effectivement de parler de médias et de parler d'infos et de commencer à avancer dans son costume de citoyen. On va rejoindre dans 3-4 minutes maintenant Mazarine Pinjot. Vous avez lu son livre. Oui. Vous nous en parlerez, on échangera avec elle, mais pas seulement. On parlera aussi de la situation de la crise sanitaire, de la démocratie aussi, parce que la démocratie est mise à rude épreuve avec cette crise sanitaire. Mais on est vendredi, vous savez ce qu'il y a le vendredi. Les Azuréens du bout du monde. Alors, est-ce que vous savez où nous partons cette semaine? Canada. Bien vu, Éric, Canada. Entre Ottawa et Montréal, parce que Alix, niçoise d'origine, voilà, que je dise pas de bêtises, elle est installée au Québec et elle travaille à Ottawa. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, c'est Claudia Olivier qui l'a interviewée à l'autre bout du monde.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Azuréens du bout du monde. Donc ce soir, on va retrouver Alix qui se trouve actuellement au Canada. Donc bonsoir Alix. Bonsoir. Donc vous êtes originaire de Puget-sur-Argent. À l'âge de 23 ans, vous êtes parti au Canada pour parfaire votre anglais. Et ça fait maintenant 12 ans que vous êtes au Canada. Donc expliquez-nous un peu ce que vous faites là-bas. Ça fait maintenant 10 ans que je suis enseignante dans une école primaire. Et je suis absolument ravie d'être enseignante. Je n'étais pas partie pour être enseignante, mais la vie a fait que maintenant je suis enseignante. Donc avec plus de 800 000 cas et plus de 20 000 décès, le Canada a été l'un des pays les plus touchés par la crise. Comment pouvez-vous nous décrire l'ambiance générale du pays face à la pandémie ? Je dirais que l'ambiance est quand même très décontractée par rapport à ce que je vois, ce qui se fait dans le monde. Mais maintenant, depuis le 4 janvier, ils ont mis des nouvelles mesures en place un peu plus strictes et donc seulement les articles essentiels étaient ouverts à l'achat. Alors, par exemple, dans un supermarché où ils vendaient par exemple des livres, eh bien on n'a plus accès aux livres, donc c'est complètement fermé. Justement, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été mises en place récemment au Canada pour lutter contre la pandémie ? Chaque province met ses propres mesures en place. Donc moi je peux vous parler du Québec. Aujourd'hui, parce qu'on a été quand même assez bon pour suivre les mesures, maintenant ils parlent depuis aujourd'hui de réouvrir certaines choses comme les coiffeurs, les salles de gym et les choses comme ça. Oui, il faut le préciser à nos téléspectateurs, en fait vous vivez au Québec, mais vous travaillez à Ottawa, c'est bien ça ? Ah oui, en Ontario. Alors là, c'est d'autres mesures qui sont en place. Alors, il faut naviguer les deux. Justement, comment vous faites pour vous adapter donc, aux deux régions ? Parce qu'on est dans une région frontalière, les mesures se ressemblent beaucoup. Chaque province a un code de couleur. Et donc, nous, on fait partie de la zone rouge québécoise. La zone rouge ontarienne ressemble à la zone rouge québécoise, mais ça dépend des zones où est-ce qu'on est. Nous aussi, on a des zones de couleur, on a un code de couleur, oui. Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté votre vie et votre travail ? Puis le début septembre que ça a été compliqué parce que, évidemment, en étant enseignante, on a... Avant, on pouvait mélanger les classes, on pouvait faire des moitiés de classe avec un autre prof, échanger des élèves, etc. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On est dans des classes bulles. Il faut absolument rester tout le temps avec nos élèves. C'est beaucoup plus régenté maintenant. Est-ce que les Canadiens sont-ils prêts à se faire vacciner ? Je crois que non, parce que la première vague de vaccination, c'est évidemment pour les personnes âgées et le personnel de santé. Il y en a beaucoup le personnel de santé a beaucoup refusé de se faire vacciner. Ça fait donc 12 ans que vous êtes au Canada. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre ville d'origine ? Tout ce qui a rapport avec les sens, le goût des choses, le bruit des cigales, l'odeur de la sève des pins parasols qui est chauffée par le soleil. Donc merci beaucoup Alix d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, au revoir. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel Azuréen à l'autre bout du monde. Voilà, Alix de Puget-sur-Argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Nice dans mon lancement. C'est la fin de semaine. On est un peu fatigué. Alors, juste une précision, parce que Alix nous donne son sentiment sur la vaccination, mais j'ai regardé quand même les médias, notamment Radio-Canada, hein, et a priori, enfin, c'est pas a priori, puisque c'est un sondage qui a été publié au Canada, quand même, il y a 2/3 des Canadiens qui sont prêts à se faire vacciner. Donc, voilà, il n'y a pas de défiance particulière chez nos amis canadiens et québécois. Vaccins que nous, parce que la défiance c'est une chose, le fait de pouvoir se faire vacciner c'en est une autre. Pareil, dans ces articles, il disait que là il y avait des commandes qui étaient passées, et des réapprovisionnements, donc je pense qu'ils ont aussi quelques soucis. Exactement. C'est l'heure d'accueillir notre dernière invitée, et quelle invitée, nous sommes ravis de la recevoir. Il s'agit de Mazarine Pinjot. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Je vais vous laisser entre les mains d'Éric Revel parce qu'il a lu votre livre et la peur continue, et puis on va en discuter évidemment derrière. Peut-être Eric, pouvez-vous nous dire ce que vous en avez pensé? Oui, bah, bien sûr. Alors
c'est l'histoire d'une femme, Lucie, je crois qu'elle est journaliste, de Vincent, qui est son mari, qui travaille pour une ONG, qui part souvent à l'autre bout du monde. C'est l'histoire d'une femme épanouie de 40 ans, Mazarine Pinjot. C'est pas la peur du lendemain, c'est la peur globale du monde qui est devant nous. Et ce qui m'a frappé, Mazarine Pinjot, parce que je ne vous connais pas, c'est cette angoisse qu'on sent dans le livre. Il y a quasiment comme fil rouge la peur de prendre le métro, la peur peut-être d'élever ses enfants, la peur de laisser ses enfants dans un monde qui est en train de basculer. Et aussi, Mazarine Pinjot, il me semble que vous écrivez, quand on tourne les pages de votre livre, qu'on est peut-être à la fin d'un monde et au basculement dans un autre monde. Il y a une espèce d'imminence qu'on sent derrière la peur. J'ai résumé ou pas ? Oui, très bien. En effet, c'est vraiment un livre sur le sentiment de peur dans tous ses aspects. Alors, c'est pas une histoire à proprement parler, même si le livre, évidemment, raconte une histoire et dans une structure qui ressemble à celle du thriller psychologique en quelque sorte. Mais il est vrai que le thème de fond, c'est la peur qui nous accapare et qui nous accapare chacun d'entre nous depuis un certain moment maintenant, malheureusement, à la fois du fait des actualités de cette pandémie. Alors le livre a été écrit avant la pandémie, mais il y avait déjà eu des attentats, on était déjà dans un climat de crise, dans un climat presque insurrectionnel, je dirais. Et donc, on ressent très profondément, enfin en tout cas, moi je le ressens, et je ne pense pas être la seule, une forme de, vous l'avez dit comme ça, d'imminence, d'épée de Damoclès, d'orage qui est prêt à éclater. Mais c'est quoi, Mazarine Pinjot? C'est un orage social, c'est un orage économique, c'est tout ça à la fois? C'est tout ça, bien sûr, c'est tout ça à la fois. Je pense que lorsque la crise devient aussi menaçante, c'est que précisément tous les facteurs se réunissent pour qu'elle éclate. Alors je ne sais pas ce qu'il adviendra de demain, je suis pas Madame Soleil, mais en revanche, je ressens très profondément cette violence sourde, ce désespoir aussi qui est de plus en plus prégnant chez les jeunes. Alors moi je suis prof de philo. Je sens par exemple chez mes étudiants, mais également chez les voisins, dans la rue, enfin voilà, les amis, les gens qu'on connaît. On sent comme ça quelque chose qui est en train de se disloquer et qui est à la fois lié au quotidien qui nous est imposé, mais également à la crise économique, à la crise sociale. Enfin, on est dans un moment, à mon avis, de transition. Alors j'espère pour le mieux, parce que tout moment de transition va nécessairement déboucher sur autre chose. Mais pour le moment, ce qu'on ressent, c'est effectivement cette forme de peur, et c'est ce que Lucie, l'héroïne, donc en effet d'une quarantaine d'années, ressent, alors que de prime abord, elle n'a pas de raison d'avoir peur, même si au fur et à mesure, on découvre qu'en réalité, il y a quelque chose d'enfoui en elle qui remonte au fur et à mesure. Et c'est justement à la faveur un petit peu de cette résurgence du passé que les peurs se réveillent. Mazarine Pinjot, vous l'avez dit, vous avez écrit ce livre avant le début de la crise sanitaire. Quelle résonance vous pensez qu'il peut avoir dans cette période? Parce que la peur, c'est peut-être ce qui, chez le citoyen, ressort, c'est ce qui ressort le plus de cette crise. Oui. La peur sociale, la peur de la mort également, parce que ça angoisse beaucoup de gens. Donc finalement, sans l'avoir fait exprès, ce livre traite aussi d'un sujet très brûlant. Complètement. Alors, sans l'avoir fait exprès, en même temps, et encore une fois, même avant la pandémie, on était déjà dans un climat, il faut se souvenir, même si on a l'impression d'être passé encore dans une autre époque, mais qu'il y avait déjà quelque chose comme ça. Vous savez, moi, j'habite au cœur de Paris, juste à côté de la place de la République. Donc, il y avait les gilets jaunes tous les samedis avec des revendications légitimes, mais une colère qui pouvait aussi prendre des formes dont on ne sait pas sur quoi elle va déboucher. Enfin, il y a une colère sociale à la fois que je comprends très bien, mais pour l'instant qui ne trouve pas à s'exprimer de manière politique. Alors j'espère qu'on va trouver une forme politique pour que cette colère s'exprime. Mais en effet, aujourd'hui,
aujourd'hui. Alors c'est quand même malgré tout un peu l'effet du hasard parce qu'évidemment j'ai pas pu prévoir qu'il y aurait une épidémie, même si quand on regarde les grands épidémiologistes, ils disent tous qu'en fait on s'y attendait d'une manière ou d'une autre. C'était pas forcément aujourd'hui, mais ça arriverait quoi qu'il en soit parce que toutes les conditions étaient réunies. Mais il n'empêche que en effet ça nous a mis tous, c'est ça qui est intéressant, enfin qui est à la fois terrifiant et intéressant dans cette épidémie, c'est qu'on est tous logés, non pas à la même enseigne, parce qu'évidemment, ça fait ressortir aussi les inégalités sociales, mais quand même, on est tous confinés, ou en tout cas, on est tous soumis au couvre-feu, ou on est tous soumis à la peur. On a un destin commun, en tout cas. On a un destin commun et des points communs. Oui, Mazarine Pinjot, sur le livre lui-même, il ne faudrait pas laisser croire à ceux qui vont le lire, qui ne l'ont pas encore lu, que voilà, on est dans une angoisse, dans un stress permanent. Mais ce qui est assez remarquable dans votre livre, même si au début, voilà, il a fallu que je m'y mette, hein, parce qu'on est dans cette peur-là et parce qu'on s'y retrouve évidemment dans le livre. L'écriture est incroyablement adaptée, me semble-t-il, à ce que vous démontrez, ce que vous écrivez. C'est-à-dire que c'est une écriture stressante, rapide, nerveuse, mais il y a aussi, parce que moi j'y suis très sensible, des bonheurs d'écriture. J'aurais juste signalé cette phrase que j'ai trouvée très jolie. Quelqu'un a déchiré l'univers d'où s'écoulent les anciennes joies. Voilà, c'est pas seulement un livre sur la peur, c'est aussi un livre d'écrivaine. Est-ce que vous vous êtes bien rendu compte qu'en démontrant cette peur, vous écriviez avec des mots et un style qui inspire la peur? Oui, c'était un peu l'enjeu de l'écriture de ce livre, c'est d'être au plus proche par les mots d'un sentiment très diffus et finalement assez difficile à saisir. Précisément parce que c'est diffus. Et donc l'enjeu de l'écriture du livre était avant tout, pour moi en tout cas, au départ, un enjeu littéraire. Alors, vous êtes prof de philo, Mazarine Pinjot, et j'aimerais vous proposer un thème pour le prochain bac de philo qu'on passe en terminale. Ma question est très simple, ça peut être le thème, hein. Est-ce que la peur peut aider à se construire ? Moi, je tendrais à dire que... alors, évidemment, il faudrait faire plusieurs parties. Donc, oui. Mais voilà, vous n'avez pas 2 heures, hein, vous n'avez pas 4 heures, mais voilà, il va falloir synthétiser. Oui, voilà, je vais directement à la conclusion. J'aurais tendance à dire que c'est quand même un sentiment qui n'est pas de bon conseil et qu'il faut arriver à dépasser pour... entrer dans une vision plus rationnelle, plus apaisée des choses et pour agir, parce que la peur est quand même mauvaise conseillère. C'est un affect qui fait que ça peut créer, je sais pas, de la délation, ça peut attaquer le lien social, ça peut perturber les relations avec les autres. Donc j'ai plutôt tendance à dire, et puis ça peut aussi nous mener vers toutes les extrémités, donc j'aurais tendance à dire qu'il faut se méfier de ce sentiment et que le mieux serait d'arriver à le dépasser. Mazarine Pinjot, pour combattre cette peur, votre héroïne, j'ai pas dit que c'était vous, hein, mais votre héroïne Lucie, elle revient à la source de son angoisse. Est-ce que vous êtes revenu à la source de votre angoisse, celle peut-être un jour de 1994 où on révèle qui vous êtes ? Je pense que l'écriture de chaque livre est une forme de retour aux sources de l'angoisse en l'occurrence. Oui, bien sûr que chaque livre continue de creuser en fait un sillon qui est à la fois pas du tout autobiographique parce que c'est de la pure fiction. Enfin, l'histoire elle est évidemment inventée, mais en même temps c'est une histoire qui permet de retourner dans le nœud qui nous fait. Pour moi, c'est effectivement en tout cas, la question de l'enfance reste comme ça un terrain encore à découvrir, un espace infini. Et à chaque fois, je pense que les choses qui se nouent dans l'enfance auront nécessairement des répercussions lourdes sur la suite si ces choses-là ne sont pas dites, ne sont pas réfléchies, pensées, apprivoisées, quoi. Et donc, il y a une forme de sauvagerie comme ça qui vient de l'enfance. Alors là, vous parlez de la vôtre. De la révélation, qui était aussi une forme de grande violence, et qui, oui, on peut la mettre aussi. D'ailleurs, vous avez dit, Mazarine Pinjot, que comme on vous avait habitué à vivre caché, le jour où on vous a dit qu'il fallait plus vous cacher, vous demandiez si vraiment il fallait plus vous cacher. Ah oui, non, c'était pas simple, je vous l'accorde. Mais c'est quelque chose qui continue en tout cas de susciter de l'écriture. Je pense qu'il y a plusieurs livres qui traitent de ça. Il n'y a pas de création sans souffrance. Il n'y a pas de création sans souffrance dans l'écriture comme dans la peinture.
je sais pas si je peux faire des généralités, mais c'est vrai que le désir d'écrire, c'est quand même, enfin pour moi en tout cas, un désir de recherche, quoi, et d'arriver à mettre des mots sur des choses qui n'ont pas été comprises ou qui ont été violentes, enfin qui ont été subies. Et c'est une forme de réappropriation, oui, sans doute. Alors je voulais vous poser une dernière question sur l'iconographie qui m'a intéressé. Page 238, il y a un petit dessin, il y a un cheval dans mon édition, vous le savez bien, hein, enfin dans toutes les éditions de votre livre. Il y a un cheval qui est au galop et qui court de la droite vers la gauche. D'ailleurs, moi je l'aurais mis plutôt dans l'autre sens. Essayez de montrer à la caméra. Qu'est-ce que fait ce cheval? Voilà. Qu'est-ce que fait ce cheval, page 238, Mazarine Pinjot, qui court, à mon avis, pas dans le bon sens. Il a la trouille, il fuit quelque chose. Oui, alors je n'y voyais pas un symbolisme trop fort. Ah, je ne sais pas. En fait, vous êtes philosophe. Non, mais c'est l'occasion de dire que le livre n'est pas que terrible. Hein. Il y a aussi des moments joyeux, voire drôles. C'est une héroïne qui est borderline, qui est un peu folle, quoi, et qui à un moment donné devient dingue avec les émoticônes qui lui sont proposés dans son téléphone, des émoticônes qui n'ont aucun rapport avec rien. Et elle se dit, mais à quel moment on peut les utiliser, ces émoticônes? Et donc il y a l'émoticône du cheval qui arrive à ce moment-là et qui devient un peu un leitmotiv, parce que pour elle, c'est comme une représentation de l'absurdité du monde, mais c'est une alternance entre moments un peu rudes et des moments beaucoup plus drôles et légers. Mazarine Pinjot et la peur continue, votre dernier roman. Je voulais vous poser une dernière question autour de la démocratie, l'année que nous venons de vivre, entre ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump, les mouvements de colère aussi en France, la gestion de la crise sanitaire. Et ça m'intéresse beaucoup, la réponse que vous allez m'apporter. Pour vous, quel serait le philosophe dans l'histoire qui apporterait la meilleure analyse de ce qui vient de se passer, qui pourrait apporter un peu de hauteur et qui pourrait le mieux analyser ce que nous, lecteurs et simples mortels, nous devons retenir de cette année qui vient de passer. Je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas la réponse, peut-être que rien ne vous vient à l'esprit. Question très difficile parce que par définition, ce qui arrive n'a pas déjà eu lieu. Enfin, moi, je ne pense pas que l'histoire soit une permanente répétition du même et que l'histoire oblige d'inventer des nouveaux outils. Néanmoins, moi, je penserais à des philosophes politiques, enfin, à de la philosophie politique, à quelqu'un, par exemple, comme Hannah Arendt, qui a quand même beaucoup interrogé les dérives et les phénomènes totalitaires. Oui, les totalitarismes, oui, tout à fait. Donc quand même, il y a certaines prémices qui sont rassemblées. Pas toutes, mais quand même un certain nombre. Voilà, chercher un conseil lecture en dehors du livre de Mazarine Pinjot ce week-end, on relira Hannah Arendt. Voilà, et puis on donne l'éditeur Mia Les Barreaux, donc, et la peur continue, Mazarine Pinjot. Merci beaucoup, Mazarine. Merci beaucoup, Mazarine Pinjot. À très bientôt sur les antennes d'Azur TV. Et pour la petite histoire, ça n'intéresse peut-être personne, mais Hannah Arendt, c'était l'auteur sur laquelle je suis tombé au bac. En philo. Exactement. Ah bah alors. Voilà, donc ça me permettra de relire. Et je vais vous dire la vérité, à l'époque, j'avais pas lu Hannah Arendt. Mais bon, dernier sujet quand même, parce qu'il nous reste 3 minutes, on va regarder quand même ce reportage consacré à OM PSG. Il y a eu beaucoup de rumeurs aujourd'hui sur la vente de l'OM, comme si ça suffisait pas, les échauffourées, la démission de l'entraîneur. On a annoncé toute la journée une vente faite avec l'Arabie Saoudite. Les supporters marseillais qui se sont enflammés. Franck McCourt a douché tous les espoirs des Marseillais. Non, je reste à l'OM, la suite au prochain épisode. Et le prochain épisode, c'est dimanche face au PSG. Et l'OM aimerait bien gagner. Valentin Rodriguez. Des violences de certains supporters au centre d'entraînement à la mise à pied d'André Villas-Boas, l'OM a vécu une semaine agitée. Pour le capitaine marseillais Steve Mandanda, seuls les résultats sur le terrain pourront apaiser ces tensions. J'espère sincèrement qu'on va retrouver, on va dire, un apaisement, parce que c'est pas pour le club, pour les supporters, pour nous les joueurs, c'est pas une bonne chose. On est conscient, pour revenir, que ça part des résultats et de nos performances. Mais malgré tout, on ne doit pas en arriver là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif aujourd'hui, c'est de retrouver beaucoup de sérénité et de l'apaisement au sein du club. Comme à Lens, ce mercredi, ce sera Nasser Larguette, le directeur du centre de formation du club, qui sera sur le banc pour cette rencontre. Le formateur ne se voit pas entraîneur numéro 1 du club sur le long terme. Aujourd'hui, je fais ce qui m'a été demandé, de faire le travail d'accompagner cette équipe, de l'entraîner, de l'amener vers,
je dirais, vers la compétition qui nous attend tous les week-ends ou éventuellement tous les mercredis. Après, quand le coach viendra, je l'accompagnerai aussi pour reprendre les fonctions et prendre le relais. Je n'ai aucune ambition de médiatisation ni quoi que ce soit par rapport aux différents matchs. Et puis c'est vrai, sur ce match particulier, je veux faire juste mon métier qui m'a été demandé par le club et espérer revenir le plus vite possible avec mes jeunes. Flo. Sans dénigrer ce que je vis tout de suite, c'est du pur bonheur. Pour les supporters, une victoire face au rival historique pourrait apaiser la situation volcanique que vit actuellement le club. C'est un classico, c'est OM PSG, c'est le Nord contre le Sud, ça a toujours été, c'est un match à gagner. Donc les joueurs ils doivent se mettre ça dans la tête et voilà, au moins mouiller le maillot et le résultat, de toute façon on n'est pas favori, on partira outsider. Mais si on peut faire un bon résultat pour essayer d'apaiser les tensions. S'ils jouent n'importe comment, il va y avoir des retombées, donc mais il faut qu'ils restent professionnels dans leur match. On sait que c'est Paris en face, ils ont une très grosse équipe, il ne faut pas se mentir, mais nous on commence à construire une belle équipe avec un Milik qui est quand même un attaquant, c'est un tueur. Il peut faire des belles choses, même Alvaro, il peut sortir un très gros match. Donc non, moi, je suis confiant. Avec eux à domicile, avec la ferveur, malgré que le stade soit vide, ils savent qu'on est derrière eux, tout un peu le pied derrière eux. Donc voilà, pour moi, ils vont tout arracher. Par rapport au match aller, ils vont vouloir nous battre à la maison, mais peut-être que s'il y a un alignement des planètes, peut-être qu'on peut gagner ce classique dimanche soir et gagner les 2 matchs sur une saison. Faire honneur au maillot marseillais, telle sera la mission principale des Olympiens. Cette rencontre de dimanche sera la 100e confrontation entre l'OM et le PSG, toutes compétitions confondues. Voilà, contexte particulier. Bon, je sais que le livre vous intéresse. Ouais, alors, hop, pour voilà. ce week-end, allez, hop, Mazarine-Pinjot. Un peu de Mazarine-Pinjot, et puis à 21h, je regarderai le classique. Ah bah nous regardons. Après avoir regardé oui. l'OGC Nice aussi, parce que Nice aussi a besoin de 2 points. Merci Eric pour cette semaine. Merci évidemment à toute notre équipe technique, toujours au rendez-vous. Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Lanne Dehé, Fabrice Justo, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Comme chaque vendredi, j'en profite pour remercier également nos journalistes dans nos 3 rédactions du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Merci à eux. Bon week-end. À lundi sur Azure TV.